bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle. Et aujourd'hui, on retrouve deux personnes que vous avez déjà, j'espère, écoutées dans d'autres épisodes de Comme dans ta bulle. Il y en a un notamment qui est passionné par des gros monstres avec plein d'écailles. C'est moi ça. Coucou Romain. Salut, ça va? Ça va? Ça va. J'ai même pas eu le temps, ça se trouve que j'aurais pu parler de Marceau, quoi. Tout de suite, tu t'es imposé, quoi. Ouais, mais j'ai entendu Godzilla, ou tu l'as sous-entendu en tout J'ai cas. dit monstre avec des Et écailles. je suis arrivé, j'ai toqué à la porte et je suis là. Ouais, mais du coup, comme on a un super monteur, on a enlevé le moment où t'as toqué à la porte, etc. Ouais, où on a appelé la police et que j'ai dû m'expliquer. Ouais, voilà, puis la police c'est parti, je leur ai donné des chocobons qui sont sur la table et puis c'est parfait. Oui, je précise parce que comme les autres épisodes, on tourne à la maison, tranquillou, on est bien. Et évidemment, vous avez entendu son rire grave. Bien sûr. Et sensuel. Ok, d'accord, on est sur un tout autre podcast. Je vais vous laisser tous les deux et puis je me sens de trop. Allez. Chez toi après, du coup. Oui, c'est vrai. Bon, bah, vous T'as l'avez les clés, compris. Oui, j'ai les clés, ouais. J'ai les clés de chez moi, merci. Bon, vous l'avez compris, il y a Marceau qui est avec nous. Ça va? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Oui, il faut être concentré là, les gars, hein, parce que C'est bon, moi, juste je suis là. avant, on a eu une discussion des plus passionnantes et des plus lunaires. Donc là, on est à fond. Et pourquoi on est à fond? Est-ce que vous pouvez dire dans les commentaires qui a joué Cruella dans le film des 100 Dalmatiens, s'il vous plaît, sans regarder avant sur Wikipédia? C'est pour le référencement, c'est bien. Oui, on a eu un petit souci avec Meryl Streep. Mais bon, tout va bien. Non, aujourd'hui, on va parler de super-héros et super-héroïnes en pagaille. Me demandez pas pourquoi j'ai eu l'envie de discuter de la Légion des super-héros. Parce que notamment, j'ai vu sur le compte de DC une bande-annonce qui a tourné, en fait, ce film. Donc, il y a eu un film d'animation qui est sorti l'année dernière. 2023 même, je crois. Même 2023. Qui a été disponible là sur la chaîne Warner TV Next. Et ça m'a donné envie de parler un peu de ce groupe-là, quand même, qui date depuis un petit moment, qui est né dans Adventure Comics, si je dis pas de bêtises, 247 en 1958. Ouais, j'ai pris des notes, mais attention, vous n'êtes pas prêts et prêtes, parce que Romain, il a son carnet de notes. Oui, mais c'est sommaire. Oui, non, mais il travaille très bien. Donc, on va d'abord commencer par faire un petit état des lieux de comics, parce qu'en plus, avant qu'on prépare ce podcast-là, on a vu qu'il y avait des annonces du côté de l'éditeur de DC en France de comics qui ressortiront en début de l'année, parce que notamment sur Légion super-héros, ça tourne autour de Superman, de Supergirl, et c'est toute l'année 2025 qui est dédiée à eux. Donc on fait peut-être un petit point contexte historique. On revient sur le film d'animation qui, bon, comme beaucoup de films d'animation d'ici, n'était peut-être pas incroyable, mais qui donne envie de parler d'autres persos. Un petit point un peu Supergirl, et puis une ouverture qui a été travaillée aux petits oignons par notre Romain. Tiens, d'ailleurs, Romain, est-ce que tu veux un peu revenir sur cette légion des super-héros? Ouais, bah alors je pense que déjà, il faut remonter à 1954, date du premier Godzilla, mais ça n'a rien à voir. Puisqu'en 1954... Absolument que tu me le cales, en fait, c'est pas possible. Voilà, exactement. En 1954, il y a un bouquin qui sort qui s'appelle Seduction of the Innocent, qui est un bouquin d'un psychiatre qui s'appelle Frédéric Wertham, qui du coup est un livre qui va provoquer une vraie panique morale, puisque c'est un livre qui va dénoncer l'effet néfaste des comics sur la jeunesse américaine, et qui insinue notamment que lire du Batman, ça rend gay, lire du Wonder Woman, ça rend lesbienne, et que c'est des comics qui sont très violents et qui sont très sexuels, et que du coup, il faut protéger nos enfants de ces immondices. Et du coup, suite à ça, les éditeurs, ils vont ensemble, ils vont décider de créer ce qu'on appelle le Comics Code Authority en 1900, je crois que dans la même année, il me semble. C'est 1954. 1954, voilà. Ouais. Et du coup, le Comics Code Authority, c'est à peu près l'équivalent du code ACE dans le cinéma. C'est un code d'autocensure qui, du coup, va interdire les représentations de violence, de sexe, de drogue, etc. Mais c'est très large, puisque du coup, on va aussi moins mettre en avant des personnages qui sont racisés, des personnages LGBT, etc. Sachant que les comics avant, c'était pas non plus hyper représentatif de... Ça met un certain coup d'arrêt, et c'est vrai que c'est une régulation très stricte. Voilà. Dans tous les aspects de comics qui concernent tous les super-héros et les super-héroïnes. Et donc, on retrouve après
des récits qui sont complètement plus fades, plus insipides, parce que ça dénotait. Surtout dans des personnages comme DC, avec des types de personnalités comme Batman. On avait déjà un héros torturé avec des récits d'enquête où on avait notamment des morts et des effusions de sang. Là, tout était très aseptisé, quoi. Puis à cette époque-là, le comics de super-héros était presque une partie mineure du comics. Sur ce qui marchait le plus et ce qui faisait le plus de ventes, c'était le polar et les récits d'horreur. Et du coup, avec le Comics Code Authority, c'était vraiment interdit de représenter des meurtres, donc plus du tout de polar, de représenter des monstres, donc plus du tout de récits d'horreur. Et du coup, c'est pour ça que aussi le super-héros s'est mis à petit redominer le marché, parce que vu qu'ils étaient tout seuls comme récit, il y a plein de maisons qu'on fait faillite, des maisons d'édition qu'on fait faillite, qui étaient justement spécialistes du récit d'horreur ou des histoires policières. Ici Comics, c'est ça exactement. Qui a disparu. Mais du coup, en fait, vu qu'on peut plus représenter des meurtres, des criminels, des choses comme ça, les auteurs ils vont devoir trouver d'autres sources d'imagination. Et du coup, c'est là où ils vont se mettre à parler de science-fiction. Si on peut pas représenter des criminels, on va représenter des extraterrestres ou des robots. Si on peut pas représenter des trafics de drogue, on va parler d'histoires qui parlent de planètes, de choses comme ça. Et donc en fait, c'est ce qui va marquer ce qu'on va appeler le Silver Age, l'âge d'argent de l'histoire des comics. Et donc en fait, le Silver Age, ça commence en 1956 avec la création du nouveau Flash, Barry Allen, dans Showcase numéro 4, il me semble. Et du coup, ça va lancer vraiment un nouvel âge des super-héros. Et donc, en fait, c'est dans ce contexte-là que, en 1958, va apparaître la Légion des super-héros. C'était dans une série, du coup, dans Adventure Comics 247, puisque Superman marchait très bien. DC Comics s'est dit comment est-ce qu'on peut vendre plus de Superman à des jeunes enfants. Et très bonne idée, on va créer Superboy, qui est du coup la jeunesse de Superman. Et donc, c'est Superman, et en plus, c'est un adolescent. Donc, c'est parfait pour notre cible éditoriale. Et donc, en fait, dans cette série Adventure Comics, il va vivre les aventures de jeunesse de Superman. Et c'est là qu'il va rencontrer, du coup, la première mouture de la Légion des super-héros, qui est à la base composée de Cosmic Boy, Saturn Girl et Lightning Lad. C'est ça. Et donc en fait, qui est une équipe de jeunes super-héros qui vient du 30e siècle, qui vient d'un 31e. Oui. C'est 31e ? Oui. Oui, je crois. Oui. Parce que c'est pas au début justement, c'est 30e siècle, et c'est que depuis les années 2000, c'est le 31e. Enfin bref, on va dire 10 siècles dans le futur. Et du coup, c'est des héros qui vont venir dans le passé pour rencontrer Superman alors qu'il est encore jeune, puisque ça va être Superman qui est la source de leur inspiration. Rien. Je croyais que tu voulais dire quelque chose. Non. Pardon. J'écoutais sagement. Bon, alors, du coup, je continue un petit peu l'historique, parce qu'en fait, la même année, du coup, dans cette période assez prolifique du Silver Age, dans Action Comics, donc la série principale de Superman, va apparaître Brainiac, qui est du coup devenu un des ennemis iconiques du Superman. Donc Brainiac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un extraterrestre avec la peau verte qui arrive sur Terre et qui a une passion, c'est collecter les villes. Donc en fait, il les miniaturise et il les met sous des cloches. Ouais. Et donc il y a une petite collection. Voilà. Et donc c'est là aussi où apparaît la cité de Kandor, la ville bouteille, qui fait aussi partie de la mythologie de Superman, et qui est assez important. Et donc un an plus tard, quasiment, toujours dans Action Comics, c'est là où du coup en 1959, c'est là où il y a la création de Supergirl. Donc Supergirl, Kara Zor-El, qui est du coup la cousine de Superman, qui du coup elle a grandi sur Krypton avant que la planète explose, et du coup elle a été projetée sur Terre. Elle s'est retrouvée en stase, et du coup elle est arrivée sur Terre après son jeune cousin, et du coup maintenant son cousin Kal-El est plus vieux qu'elle, et du coup elle c'est une adolescente qui arrive sur Terre sans connaître
les coutumes et qui a encore des souvenirs de sa planète Ils d'origine. sont totalement opposés parce qu'elle, elle est complètement liée encore à Krypton, vu que c'était hier pour elle et qui n'a pas du tout les coutumes humaines et elle n'a pas du tout le même lien avec les humains, alors que lui, Superman, Clark Kent, il a eu le temps de s'adapter, il s'est même lié à eux, et donc tout de suite, ça fait partie même de son identité, quoi, de vouloir les sauver parce qu'il se sent un peu comme eux, alors que elle reste finalement extraterrestre à tout ça. Voilà, exactement. Et en fait, justement, pourquoi est-ce que je vous parle de ces personnages? C'est parce que ça va être les personnages qui vont être présents dans le film qu'on va voir. Et puisque le film, non seulement c'est un film sur la Légion des super-héros, mais c'est aussi un film Supergirl. Beaucoup. Enfin, de toute façon, elle apparaît dès le début, c'est les premiers plans, où justement elle est sur Krypton, et très vite on comprend que Krypton est attaqué, elle est avec sa mère, et sa mère se sacrifie, en fait, il n'y a qu'un seul sas pour la transporter, elle la met dedans sans la prévenir. Donc là, le début du film est assez impactant, je trouve que ça fonctionne bien, tu sens quand même la tristesse, tu sens qu'elles ont été proches, et qu'ensuite, malheureusement, sa terre d'adoption va être détruite, et elle va être envoyée sur Terre. Et tout au long du film, alors tu la vois arriver sur Terre au bout de quelques mois, elle essaye d'être une héroïne auprès de Superman et de Batman, mais ça passe très vite. J'avais vu une critique comme quoi ça parlait de relations familiales et de liens entre les deux. Moi, j'ai pas très vu le relation familiale et le lien entre les deux. C'est assez léger. C'est assez léger parce que très vite, Superman, voyant son désarroi, et voit qu'elle s'adapte très peu. C'est ce que je disais en introduction. C'est ça qui est intéressant. On en reparlera dans les adaptations de comics, en tout cas sur Supergirl, mais elle a quand même un lien un peu particulier avec la Terre et ne s'adapte pas aussi facilement que son cousin. Et donc, il l'envoie dans cette académie de Legion of Super-Héros pour s'intégrer au mieux avec d'autres. Après, c'est ce qu'aurait pu être intéressant, c'est que ce qui est sous-entendu avec ça, c'est que le fait que Superman l'envoie, c'est parce que lui-même peut-être a appris à aimer la Terre comme ça, mais comme c'est pas du tout exploité dans le truc, on sait pas, et dans le film, moi je veux dire, alors, on pourrait s'imaginer qu'il l'envoie comme ça en disant que écoute, vis cette expérience, tu vas voir, ça va te changer. On peut imaginer que lui a vécu une expérience similaire, peut-être pas avec la Légion particulièrement, mais ça, c'est pas du tout exploité leur lien qu'ils pourraient avoir vis-à-vis de leur côté kryptonien. Ah non, pour le coup, c'est très anecdotique. C'est assez triste, ouais. Moi, je pense que ça aurait mérité un petit peu plus de temps pour recontextualiser. Le film, il est assez court, il dure 1h30, 1h20. Pour un film d'animation, c'est pas trop mal, mais là, c'est vrai que ça donne beaucoup d'informations, beaucoup de personnages, et ça aurait mérité, selon moi, peut-être un peu plus de travail sur le lien entre les deux, le rapport un peu conflictuel, le fait qu'en effet, ils portent le même costume, le même symbole, mais qu'ils n'ont pas du tout la même vision de l'héroïsme. En tout cas, sur le début, un peu de facilité, moi, sur le perso de Supergirl. Je sais pas trop où elle va. Je pense qu'en plus, le film, il part du principe que tu regardes les autres films d'avant. C'est ça. C'est problématique. Parce que le film, du coup, il s'intègre dans le DC Animated Universe. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et je l'avais noté. C'est le 6e film de la seconde phase de ce DC Animated Universe. Je ne savais même pas qu'il y avait une seconde phase. C'est la deuxième phase, parce qu'en fait, ils ont fait toute une première phase de film qui adaptait les New 52, en commençant par Flashpoint Paradox. Et je sais plus combien il y en a eu, il doit y en avoir une vingtaine, ouais, je pense, un truc comme ça. Où ils sont passés par tous les Batman et Robin, avec Damian et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, du coup, c'est ce qu'ils appellent la deuxième phase, qu'ils appellent le Tomorrowverse. Et donc là, c'est le 6e film. Et donc, ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que je trouve qu'il y a un choix assez particulier, puisqu'en fait, le film référence d'autres films qui sont antérieurs à cet univers partagé, puisqu'ils font des références à un film qui s'appelle Batman, Superman, Apocalypse, il me semble. Et du coup, ça raconte l'arrivée de Supergirl sur Terre. Et ils font aussi référence à Superman Unbound, je crois qui s'appelle, où c'est justement Superman et Supergirl qui affrontent Brainiac. Et donc il y a plusieurs fois dans le film où ils font des références à ces événements passés. Ah bah oui, parce que Supergirl, en voyant Brainiac, en fait pas Brainiac, mais une version plus jeune. Et, Brainiac 5. Brainiac 5, évidemment. Elle est totalement en colère, elle va l'attaquer, on comprend
très peu pourquoi. Tout le monde autour semble un peu effaré sur cette situation. Elle dit bah oui, mais il a essayé de tuer mon cousin. Et j'avoue que moi au début j'étais là, bon, en fait moi ça m'a pas choqué parce que connaissant les comics, connaissant l'histoire, la dualité entre Brainiac et Superman, je me suis dit bon ok, mais c'est vrai que là il part du principe, comme tu disais très bien, que tout le monde a vu les films, et ce qui est problématique c'est qu'il y a pas de plateforme, il n'y a pas de lieu où on peut voir tous ces films-là. C'est encore plus un problème. C'est encore plus un problème. C'est-à-dire que si vraiment tu veux avoir une vision d'ensemble, parce que, bon, on reviendra sur ce film-là, même en termes de qualité d'animation, c'est pas incroyable. Des fois, il y a des scènes d'action qui sont un peu pauvres, c'est un peu lisse derrière. Mais il y a quand même eu des belles choses en termes d'animation du côté de DC. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de continuité. Ils l'ont même, par rapport au film en live action, ils l'ont même mieux travaillé, avec beaucoup de personnages, avec beaucoup plus de contenu, et ils ont eu on va dire un temps d'avance de ce qu'avait proposé par exemple Marvel en animation. Sauf que là aujourd'hui, pour trouver tous les films, alors moi j'ai un coffret, mais encore il n'est pas du tout complet, il y a plus de films autour de Batman, mais tu t'es complètement perdu, quoi. Donc de ce que tu me disais, de créer des phases et en plus de faire des références, pour moi ça ne permet pas d'être accessible et donc de donner envie aux gens de s'y intéresser. Et donc moi, heureusement que j'ai, entre guillemets, cette culture comics. Parce que sincèrement, il y a une personne qui débute ce film-là et qui pourrait tout à fait, comme s'il découvrait l'équipe des Titans, par exemple. Bah, pourquoi cette fille, qui en plus est tout de suite perçue comme colérique et très impulsive, certaines définitions de la femme en plus, bah, pourquoi elle attaque autant ce garçon? Enfin, c'est vrai que ça peut complètement paraître... On comprend déjà pas pourquoi est-ce qu'elle arrive... pourquoi est-ce que Clark Kent a eu le temps de grandir, et, alors qu'elle arrive maintenant, alors qu'ils sont partis en même temps de Krypton. On comprend pas pourquoi est-ce que tout le monde semble la connaître dans la Justice League, mais elle semble découvrir la Terre parce qu'elle pense qu'il y a des robots comme sur Krypton et tout ça. Du coup, effectivement, ça manque de contexte, quoi. Ouais, complètement. Et donc du coup, sur ces personnages qu'on retrouve dans la Légion de 9 super-héros, est-ce que ça vous a plu, cette histoire autour de Brainiac, donc du coup qui donc pas Brainiac 5 qui n'est pas le méchant de l'histoire, mais le Brainiac avec le cercle noir, le vrai méchant qui est en fait Brainiac spoiler, depuis le début. En même temps, là, parler de ce film sans spoiler, je pense que ça va être légèrement compliqué. Oui, surtout que tout le film s'active au bout d'une heure, donc il y a quand même 1 heure de film où ça met longtemps à se mettre en place, que tu as des discussions entre personnages qui sont pas forcément intéressantes. Ouais, c'est-à-dire que je trouve il y a beaucoup de présentations, d'expositions, et en même temps cette exposition elle est jamais vraiment très utile, et on va pas très loin non plus, parce que du coup on présente ce 31e siècle où du coup il y a l'Organisation des Planètes Unies, qui du coup il y a tout un système politique qui est en place, pacifiste, qui est régi par du coup la Légion des super-héros, mais en même temps on va pas vraiment explorer la Légion des super-héros, puisqu'on va explorer l'Académie de la Légion, qui est du coup une version un petit peu Harry Potter pour super-héros, où on va former les futurs légionnaires. Et en même temps, on voit les 5 légionnaires qu'on nous présente au début, et pas beaucoup plus. C'est très vide finalement, pour un lieu qui est censé... C'est ça, on va pas explorer ce futur, on va pas voir comment ça se passe dans les autres villes. En plus de ce qu'on comprend, on est... parce que Superman, il part du passé de Smallville pour arriver dans ce futur. Donc est-ce que c'est l'environnement qu'on voit, c'est le futur de Smallville, ou est-ce qu'on est dans un métropolis futuriste? On ne sait pas trop, et on va pas trop en savoir plus, quoi. Ouais, non, mais complètement. En fait, j'ai l'impression que c'est aussi dû au fait que le film sait pas trop sur quel pied danser au niveau de son public. On n'arrive pas trop à savoir si c'est un film pour enfants, justement, avec le côté où on se pose pas trop de questions sur l'univers, ça va parler d'un truc très, très scolaire, et même dans l'animation certaines fois, et en même temps on essaye d'aborder des thématiques un peu plus adultes, faire des scènes d'action, quand Supergirl se fait poignarder et tout, t'as l'impression qu'ils essayent de choper un public plus adulte, mais que finalement ils arrivent à pas faire grand chose, quoi. Oui, je suis d'accord que la scène où on lui plante une lame de kryptonite dans le ventre, elle est assez... Enfin, on l'avait vu ensemble, et
Moi, j'étais un peu surprise, je m'attendais pas Ouais, tu te à dis, ce mais ouais, moment-là. ok, Donc ok. c'est un moment un peu fort du film, mais qui est trop pauvre dans tout le film. Donc tu vois, tu n'attends pas encore une fois 1 heure de film en observation assez longue. En plus, visuellement, Ouais, mais visuellement, c'est pas très beau, quoi. Tu vois, il y a pas de détails derrière. T'es pas plongé, t'es pas immergé. Et même, je suis un peu fatiguée de la facilité d'avoir des films où on te présente plein de quand tu as une équipe de personnages secondaires. Donc là, il y a Triplicate Girls, voilà. Comment il s'appelle, celui qui est français Invisible Kid. Invisible Ouais. Kid. C'est cool parce que ça fait partie de l'écurie de DC Comics. On Mhm. se rend compte, ça peut permettre de se dire, bah, il y a énormément d'héros et d'héroïnes. Mais ils ont tous une fonction un peu humoristique. Ils vont avoir 3-4 lignes de dialogue. On va pas du tout les approfondir. Et bon, voilà, Oui. ça va être mis dans le tiroir parce que de toute façon, dès le début, on te montre que la lumière va être faite sur Supergirl et sur Breakneck 5. En fait, c'est ça. Moi, je trouve ça hyper cool de faire des films et tout sur des personnages peu connus, surtout de cette époque-là. Mais Mm. par contre, il faut bien les traiter. Là, ils sont définis la plupart uniquement par leur pouvoir. Genre, on les voit que comme ça. Oui. Et c'est même genre, ça fonde leur personnalité, t'as Oui. l'impression. Alors que, enfin, c'est dommage, quoi. Et effectivement, l'action est mise que sur Supergirl, alors qu'on nous promet un film sur la Légion. Et c'est un peu triste parce que moi, j'aurais justement ultra kiffé voir un film uniquement sur la Légion où on aurait un peu redonné leur lettre de noblesse à ces Ouais. personnages, même Bah, si les ils moments sont où on trop les cool. voit, c'est cette scène qui est un peu longue où en fait on va te les présenter un par un et qui Ouais. fait moi je Oh là m'appelle là. Bouncing Boy, Et moi, je je peux fais devenir ça. Ouais, rebondissant. Ils font chacun ouais, une leur blague petite sur leur pouvoir. explication. Voilà, c'est ça. Et un peu plus tard, bah, quand tous ensemble on va s'unir pour vaincre le méchant. Et donc on va les revoir là et en même temps bah, on les connaît pas tant que ça finalement du coup. Mm, mm. Mm. Et ça peut bien se faire parce que là, en fait, je pensais naturellement quand tu parlais un petit peu de présentation de personnages dans Invincible, ils le font très bien ça. En fait, t'as le temps de voir plein de personnages et qui sont évidemment définis par leur super pouvoir, mais qui sont aussi définis autrement où tu Ouais. comprends plus vite leur caractérisation, Ouais, les liens. clairement. En fait, les liens aussi entre les persos. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est un bon contrepoids aussi pour dire que ok, t'as quand même des fois un peu t'as de la possibilité d'avoir plein de personnages. Ouais, Peut-être clairement. qu'ils n'ont pas un grand temps d'espace ou de dialogue ou de moments à la caméra, mais qui sont Moi je Non, pense mais mieux travaillés, vas-y. quoi. Moi, je pense que ce qui marche bien avec Invincible, c'est que on va te présenter plein de personnages, mais finalement, en fait, on va choisir qui est-ce qu'on décide de mettre en avant vraiment, qui est-ce qu'on va vraiment développer, et les autres, bah, ils sont dans le fond. Donc, on comprend qu'il y a un univers qui est riche, qui est plein de vie, mais on va pas t'expliquer ah ce mec-là qui est en train d'affronter des méchants dans le fond, bah, il s'appelle comme ça, il peut faire ça, son Ouais, ouais. pouvoir parce qu'on s'en fout. Si on prend pas vraiment le temps de s'intéresser à lui, ça sert à rien de nous faire une présentation en 2 secondes de il s'appelle comme ça, il fait ça. Parce Ouais, que ouais. du coup, c'est un peu lourdingue. Et là, du coup, la Légion, on a l'impression que il n'y a pas tant que ça de légionnaires, ils sont une dizaine max, et en même temps, bah, cette dizaine, on la connaît pas. On pourrait très bien imaginer qu'il y en a plein qu'on voit, bah, comme dans Spider-Verse, où on comprend qu'il y a plein de Spider-Man de réalité alternative, mais on va pas passer 5 minutes à faire le détail de alors il y a lui, il y a lui, Ouais, tout comme de si suite, c'était tu une liste comprends de qu'il y a courses, une quoi. histoire, qu'il y a un héritage, il y a une tradition, et que Voilà, c'est c'est très ça. visuel. Puis même certains, tu les as pas du tout entendus parler. Tu comprends de quelle époque ils viennent. Et justement, tu arrives à te passer de dialogue, donc à te passer de temps d'écran qui aurait peut-être alourdi, qui aurait peut-être fatigué ton Dans visionnage. Et, Spider-Man, tu veux dire. ouais, sur Ouais, Spider-Man. Et tout de suite, tu arrives à voir. ouais, ouais. Et puis c'était même un jeu. Moi, je me souviens avec mon frère, on se regardait en disant putain, lui, tu te rappelles, lui, c'est dans ce comics-là, ou lui, c'est cette version-là. C'est encore mieux que tout soit Mm. explicite. Là, ce moment de présentation, il était hyper pénible. Bah, et ça me fait penser un peu, parce que du coup, il y a quand même des similarités avec les X-Men, dans le côté, Oui, c'est une école de super-héros, et dans le premier film, dans le premier X-Men, il y a ce moment où Wolverine arrive dans la maison Le manoir. le manoir des X-Men, et qu'en fait, eh ben, dans le fond, on voit plein de jeunes qui font des trucs, tu comprends qu'ils ont des Ouais. pouvoirs, mais on va pas te dire, ah, mais lui c'est lui, Ouais. lui c'est lui, Ouais. et pourtant, bah, si tu connais les comics, tu sais que celui qui devient en glace, bah, c'est Iceberg, ouais. celui qui se téléporte, c'est Ouais. Pixie, Et même si tu connais enfin, pas, t'es pas c'est... complètement perdu. Ouais, voilà. Ouais, moi, la scène de présentation des pouvoirs, ça m'avait un peu fait penser aussi à X-Men le commencement, quand ils sont tous dans l'espèce de salle où après ils vont se faire agresser, mais
qu'avant ils montrent tous leur pouvoir, mais que c'est plutôt ok la manière dont c'est fait. Ouais, Et parce vu que qu'ils là, ont déjà leur caractère en fait, et on profite de leur pouvoir pour montrer leur caractère, et pas l'inverse en fait. C'est pas leur pouvoir qui définit leur caractère. puis là, on C'est te les présente comme un petit groupe, comme Ouais. limite, ouais, ils sont pas plus que 5. C'est ça. Ouais. Alors Ouais. que quand on te présente les légionnaires, on dit c'est une académie de super-héros, il y a une aile, un dortoir pour les filles, un dortoir pour les garçons, c'est immense, machin, et en fait, il n'y a Ouais. pas beaucoup de monde. Et ouais, ce qui m'attriste un petit peu dans ce film-là, c'est que après, c'est toujours notre regard par rapport aux adaptations et c'est jamais aussi bien que dans les comics. Mais tu le mentionnais au tout début, on est sur quand même une période florissante du Silver Age avec une foule et une étendue de super-héros et de super-héroïnes avec des caractéristiques assez incroyables. Et là, ce film-là, j'ai l'impression qu'il banalise, même il le rend un peu ridicule. Alors peut-être que c'est peut-être le fait que ça soit dédié à de la jeunesse, mais encore ça, je suis pas très sûre. Tu vois, de son public, comme tu disais au tout début, mais ouais, j'ai l'impression que ça les rend plus débiles que ça peut être, et je suis pas sûre qu'à côté de ça, après ce film-là, t'as très envie de découvrir les comics, tu vois. En fait, ça a aussi l'impression que les personnages n'ont pas de lien avant déjà l'arrivée de Supergirl et en dehors de ce qui se passe à l'écran. Genre, les personnages n'ont pas de lien d'affection entre eux ou de lien de non-affection. Genre, c'est juste, c'est des fonctions qui sont là et pour faire un peu du remplissage, quoi. Bah, sachant qu'avec l'évolution du scénario, il y a aussi, on va se rendre compte que certains c'est des traîtres, certains, et en Mm. fait finalement ils se connaissent pas trop. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'ils sont camarades de. Voilà, c'est ça. Brainiac 5, il y en a qui l'aiment pas parce que c'est un clone de Brainiac et donc ils partent du principe que c'est un méchant. Mais en même temps, on n'a pas l'impression que ils ont vécu des aventures avec lui, c'est comme si c'était le jour de la rentrée et qu'ils viennent de le découvrir. Ouais, exactement. Pareil, Monel, qui est du coup une sorte de fan de Krypton. Dont on va se rendre compte qu'en fait c'est un néo-nazi qui est obsédé par la race kryptonienne et la Mais ça, pureté. je suis désolée, le premier plan, quand tu le vois, et quand il dit bonjour à Supergirl, tu le sais. Oui. Ouais, ça Il se y a sent un que, côté ouais. tellement prévisible dans le film qui est fatigant et qui fait qu'il a une mauvaise image et qui, pour moi, décrédibilise le film d'animation qui peut être, et on l'a vu dernièrement avec, tu citais les films de Spider-Man, qui peut être pertinent, qui peut être adulte, et avec plein de surprises. Et là, vraiment, le mec apparaît, alors déjà, moi, toute la scène où ils se rencontrent et que elle est un peu toute rose des joues et qu'elle est un peu amoureuse parce qu'elle le voit et que c'est un petit beau gosse qu'elle a pas vu depuis quelques temps, je fais oh là là, pour Après, Supergirl, j'avais pas envie de voir ça, moi quoi. j'ai bien aimé le côté, c'est des adolescents, donc à la limite il y aurait eu ce côté un peu de relations De interpersonnelles, flirt, ouais ouais. c'est ça. Il fallait l'assumer du coup. Ouais. Et Voilà, faire un, Ouais, c'est pas exactement. du Fallait y aller un- avant, ouais, ouais. enfin il faire fallait y aller un stopper à fond quoi. d'ici. Ouais. Ça nous a cassé en Ouais, fait. ça. Ouais. Parce qu'on imagine ce que ça aurait pu donner. Ouais. On Non vient mais de créer un autre film. Ouais. et moi, je voulais aussi rebondir quand tu parlais aussi du choix. Est-ce que c'est pour les enfants, est-ce que c'est pour les Oui. adultes? La révélation finale de Brainiac, qui est dans un design très body horror, où en fait Oui, on se c'est rend vrai. compte que vu qu'il a été tué dans un film précédent, en fait on redécouvre qu'il est une sorte de réincarnation où tous ses clones ont été fusionnés en un seul corps. Donc il a des visages un peu partout sur son C'est épaule, plus ou sur moins son ses dos. enfants clones. Enfin, Ouais, tu c'est vois, ça, qui ont trop, l'air très d'être encore étrange. vivants et d'avoir encore leur propre personnalité, Ouais. qui du coup sera un ressort de la résolution de l'intrigue. C'est que au moment où il arrive à faire son truc, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est quoi le plan du méchant? On comprend rien. Non, mais c'est clair. Ah ben, il y en a Bah, pas. en gros, Enfin, en gros, le but du méchant, c'est donc on comprend qu'il y a une sorte d'organisation qui s'appelle le Cercle Noir, ouais. qui depuis de tout temps, le C'est Cercle ça. Noir a essayé de faire des vilaines choses, mais on ne sait pas trop quoi. On sait pas Ils sont exactement bien quel est mystérieux. leur but. Mais parce que il s'appelle le Cercle Noir. Le Cercle donc Noir, c'est donc dark. Ouais, l'Ouroboros. Ouh. voilà, l'Ouroboros. Et donc on comprend, justement, il y a ce truc de, moi je m'attendais à un truc sur le voyage dans le temps, Ouais. ce genre de choses. Mm. Et donc en fait, on comprend que dans l'académie de la Légion des super-héros, il y a un coffre-fort qui contient toutes les armes que la Légion a récupérées des super-vilains, y compris une machine, une sorte de machine magique qui peut accomplir tous les rêves et désirs de la personne qui la contrôle. Et donc en fait, on comprend que Brainiac 5 essayait d'empêcher
le cercle noir d'obtenir cette arme, et qui en fait, il faisait partie, sans s'en rendre compte, du plan machiavélique du véritable Brainiac, qui était toujours vivant et qui comptait se servir de cette machine pour restructurer la réalité, pour que tout le monde devienne des Brainiacs ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Plus ou moins, mais c'est pas très clair. Voilà, sachant que quand le plan n'est pas Et clair. puis, ça se termine, enfin pour moi ça se termine un peu comme les aventuriers de l'Arche perdue, où en fait oui, si, c'était voilà. rien passé. voilà, si Supergirl n'était pas intervenue, ça serait terminé de la même façon, puisque Brainiac s'autodétruit, puisque toutes les itérations clonées qu'il a dans son corps ne sont pas d'accord, et du coup il se met à se déchirer lui-même. Et du coup, tu fais, oui, du coup, l'intérêt des héros, enfin des protagonistes, elle est inexistante. Et après, il y a ce truc de, faut quand même aller taper Monel, mais bon, enfin, on s'en fout un peu, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et puis Brainiac 5 était essentiel au plan parce que pour accéder aux armes, il faut faire une espèce de Tetris en 3D que seul Brainiac pouvait faire, je pense, au monde. De Tetris. Et du coup, vraiment, c'était la pièce maîtresse du plan parce que ce Tetris, sinon, il était impossible à faire. Je pense, aligner les formes pour qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres, franchement, waouh. Ouais. Non, mais et puis il était très concentré, tu vois. Il a appuyé comme ça ses deux doigts sur son cerveau en se disant attention. Mais ça va prendre du temps. En tapant très vite sur un clavier. C'est pas exactement ce qu'il tapait, mais. Puis moi, j'adore ces personnages qui sont supposément très intelligents. Brainiac 5 qui passe tout son temps à dire que c'est le seul être dans l'univers à avoir une intelligence de niveau 12. Bon, on ne connaît pas trop cette échelle, mais du coup on l'accepte. Et finalement il est un peu con, il se fait manipuler assez facilement. Et puis même quand Brainiac, le vrai Brainiac arrive à la fin, lui aussi rappelle qu'il est très intelligent et que grâce à la fusion de tous ses clones, il est encore plus intelligent. Et bon, son plan machiavélique, il tient aussi sur un post-it, je vais utiliser cette machine magique pour transformer le monde. Ça va, quoi. Ouais, non, complètement. Finalement, moi, je préfère clairement l'apparition de Brainiac dans la série Harley Quinn, The Animated, c'est ça, The Animated Series. Ouais. Il y a eu la dernière saison, là, récemment, et il y a tout un épisode sur lui où ça revient un peu sur son origin story. Alors, il y a un certain lien avec lui, Harley Quinn et Poison Ivy. Ah oui, parce que la dernière saison, elle se passe à Metropolis, c'est ça? Ouais, moi, j'ai pas vu complètement. Elle se passe à vu que la première, je Metropolis. crois. Elle loue un appartement à Metropolis, donc régulièrement, il y a des interactions avec des personnages qui sont liés à Superman. Et alors vraiment, tout l'épisode introductif où finalement il était sur sa planète, qui perd sa femme et son enfant, etc., et qui devient le méchant qu'il est, qu'il a la volonté en fait de rendre toutes les villes parfaites, parce qu'en fait, lui est composé très différemment. En fait, c'est une sorte d'humanoïde robotique très pragmatique. C'est fou quand même de voir une telle origin story racontée en épisode assez court dans une série qui se veut drôle mais au final très percutante. Je ne saurais rappeler et dire qu'il faut regarder les Queens Unity Series parce que vraiment il y a énormément de thématiques qui sont abordées, c'est très bien fait et en plus c'est très beau parce que là dans ce film là c'est passé sous couvert. On parlait un petit peu de l'identité des super-héros et des super-héroïnes, même en tant que méchant, Brainiac, là, à part le moment que tu racontais quand il arrive et qu'il est difforme et qu'il est un peu moi, j'ai bien aimé ce truc-là. Cette arrivée, mais alors sinon, moi, il m'a pas trop fait flipper, quoi. Puis l'enjeu, en plus, il est pas très... c'est quoi? L'enjeu, il est à la fois simpliste et inintéressant. Donc, on est bon, on fait ton truc, on te regarde, et les super-héros, rester sur le côté, de toute façon, ça va s'annuler par lui-même. Mais Harley Quinn, pour le coup, c'est une série qui est à destination des adultes, donc il y a pas trop il y a moins cette difficulté d'essayer de trouver un double public. Mais même le Brainiac du film Superman Unbound, je crois qu'en français c'est Superman contre Brainiac. Ouais. C'est censé être le même personnage du coup dans cet univers, j'ai l'impression. Et je trouve qu'il est beaucoup plus impressionnant parce que là, on comprend vraiment cette logique il est dans une recherche de pureté vraiment artificielle et justement la résolution de l'intrigue, c'est Superman qui l'agresse avec de la boue, de la terre, de la chose, des choses bien matérielles de la planète Terre qui sont pleines d'êtres vivants, de bactéries, de choses comme ça. Et en fait, c'est trop pour sa puissance de calcul parce que voilà, c'est pas assez clinique pour lui. Et du coup, je trouve que là, on
comprend ses faiblesses, on comprend ses motivations, alors que là, c'est pas trop le cas, quoi. Oui. Non, mais tu parlais que pour le coup, Harley Quinn, c'est une série adulte, et ce qui est complètement vrai. Mais regarde, au moment du podcast, la série sera diffusée, mais tu as des séries comme Astérix et Obélix qui ont une double sens de lecture, Ouais. ou même les BD, où c'est autant pour la jeunesse qu'autant pour les adultes. Et donc, c'est totalement Ah ouais, moi je possible pense de que faire ça pour un c'est film faisable, hein, c'est d'animation, juste que hein. ça demande Ouais, bien plus sûr. de travail C'est finalement. plus de travail. Parce qu'on se et dit c'est pour les enfants, donc évidemment. ça va. Et en fait, je pense que justement, ça nécessite une écriture qui est plus subtile. Oui, et ce qui n'est pas possible parce que j'ai l'impression que comme ils enchaînent beaucoup les films d'animation, peut-être que ça répond à un cahier des charges qui doit être assez précis, qui n'a peut-être pas beaucoup de temps Ouais, et puis de je pense production, que... même quand tu vois l'animation en tant que telle, c'est bien dommage parce que si ça mériterait un peu plus de mois de travail, ils auraient peut-être la possibilité de faire ça autrement. Bah, c'est ça fait un peu remplissage au fur et à... Enfin, t'as vraiment cette impression-là du remplissage de je sais pas quoi, parce que c'est dispo nulle part. Donc, Ouais, bon. mais je pense Ouais. que c'est un peu le mode de production. C'est on a une branche d'ici animation, il faut Faut que ça il faut serve. sortir des trucs, Mm. et en plus avant les plateformes, c'était vraiment des produits de consommation sortis pour le marché direct to VOD, enfin au direct to DVD avant, et avant direct to VHS. Et du coup, bon, bah, il y a moins d'attention qui est mise que pour des films qui vont sortir au cinéma. Et c'est vrai que c'est dommage, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce film-là, bon, il n'a pas fait l'unanimité ici, c'était un peu certain, mais j'ai profité de ce film-là pour qu'on parle d'autres choses et de comics. Et comme Après, on disait, mais ouais, vas-y. Après, moi, je trouve il y a quand même des trucs que j'ai trouvé assez intéressants. Je trouve Ouais. que parce que on a un peu critiqué la direction artistique parce que l'animation elle est un peu pauvre, c'est vrai. Mm. Mais moi, je trouve que la direction artistique s'est un peu améliorée par rapport à la première vague des films animés de la période New 52 où il y avait une sorte de côté manga américain, des très anguleux que je trouvais hyper moche. Et je trouve que depuis quelques films, ils ont changé cette direction artistique que je trouve plus douce, plus jolie. Tu parles C'est vraiment vrai que sur c'est mieux l'esthétique qu'avant. des Ouais, personnages? Ouais. sur la représentation des personnages, les couleurs, même il y a une Oui, sorte oui, ça de, c'est pas moche. il y a une sorte de, comment on appellerait ça, de tracé, de lignes claires Ouais, ouais. autour des personnages et des formes que je trouve assez élégantes finalement. Ouais. Et moi, c'est juste que surtout dans les scènes de combat. Dans les scènes de combat, ça se ressent C'est parce qu'elles très sont peu très molles, lisible. quoi. Ouais, 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 ouais. je suis d'accord que le design est plutôt pas mal. Moi, ça m'a fait un peu penser à la série Archer, Ouais. bah, justement, ouais, avec cette ligne claire. Et je trouve aussi que le casting vocal sentir plutôt bien. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu une constante sur tout leur univers animé. À chaque fois, il y a même un moment où il faisait venir genre, un peu des stars pour doubler les gens. Genre, il y avait Alexandra Daddario Oui. qui était venue et plein de gens, j'ai plus de nom en tête là, mais de personnes qui étaient Plein de petits venues. caméos vocaux. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Et là, franchement, ils s'en sortaient bien aussi, les acteurs. Si on devait dire un point positif, je Oui, trouve que oui. ça, c'était pas mal. Oui, oui, non, mais je suis d'accord que l'esthétique était pas trop moche, que les couleurs Mhm. étaient bien, mais que il y avait quand même pas mal de scènes d'action. Il a l'impression que des fois c'était pas les bons calques. Quoi. Tu vois, il y avait un Ouais. truc qui était un peu décalqué, qui manquait un peu de vitesse, qui manquait un Ouais. peu Puis elles sont très molles, quoi. Ouais, 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 On ouais. croit jamais. Enfin, Mm. ça aide pas à créer des vrais enjeux, quoi. Bah, Ouais. c'est ça. Et que les personnages sont un peu en dehors de leur environnement. Genre, t'as vraiment l'impression qu'ils sont en 2D, mais sur deux plans Oui, différents. oui, oui, je suis Et d'accord. qu'il n'y a Ouais. pas d'impact. Genre, ils pourraient pas soulever un objet parce ils sont pas sur le même plan d'existence, quoi. Ouais, c'est beau, je pense qu'on peut conclure comme ça. Bah, Les persos ne sont pas sur le même plan d'existence. Juste moi, il y a un autre truc que j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé Brainiac 5. Je trouve que et je pense que dans les comics aussi, ça doit être mon personnage de la Légion que je préfère parce que pour le coup, lui, il a un vrai background étant donné que c'est un clone d'un super méchant. Et que du coup, il y a toujours ce débat en lui de Mm. est-ce que mes motivations sont dictées par mes origines? Est-ce que c'est possible d'être un héros quand tout te dit que tu devrais être un méchant? Et pour le coup, dans le film, c'est un peu traité et je trouve que c'est pas si mal fait. Ouais. Mm. Oui, je suis d'accord qu'il est assez attachant, mais parce qu'il a finalement le plus de temps d'écran. Enfin, Mhm. c'est Ouais, vraiment bah, lui Ouais, qui est ouais. le plus c'est clair. exploité aux côtés Mm. de Supergirl. Et limite, c'est peut-être à lui que tu t'attaches le plus qu'à Supergirl qui reste un peu en retrait. C'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'il y aurait eu plein de choses à dire sur elle et c'était un peu pauvre là-dessus.
Ouais, je suis d'accord, mais il y a tout un lien de filiation qui est hyper intéressant à exploiter. Après, ouais, peut-être que ça aurait mérité quelques flashbacks avec son père, ou alors un peu plus Ouais. C'est pas son père, c'est oui, sa vision, sa- c'est lui d'avant. Oui, Trop bizarre. Ouais, c'est ça. Mais il l'appelle mon petit-fils quand même, Brainiac, il l'appelle à un Ouais, c'est moment, vrai. genre, Ouais, mais Oui, c'est vrai, ça, c'est quand bizarre. il arrive, mais il c'est dit ouais, du coup, il y a un lien, une espèce de lien un peu chelou, mais qui ouais, aurait mérité d'être plus développé en fait. Alors effectivement, genre ça doit rester un film accessible, du coup, tu peux pas non plus rajouter Bah, des. ouais, moi je trouve que sur le traitement de ce personnage-là, ça m'a satisfait. Moi j'ai bien aimé ça. Et j'ai bien aimé la scène finale où on le voit. Je sais pas si vous avez vu, il y a une scène post-générique, il me semble. Ah, C'est, j'ai pas vu la euh, scène post-générique. et bah, il me semble que c'est Supergirl qui contacte Superman, qui est à Metropolis, et par la fenêtre entre les dimensions, le temps, je sais pas quoi. Et qui du coup l'appelle en disant ah coucou cousin Kal-El, bah tout se passe bien ici, bah je te présente Brainiac 5, bah c'est mon copain, on sort ensemble. Et du coup Brainiac 5 qui serre la main de manière très gênée à Superman, et c'est un peu mignon et un peu marrant. Ok, Mm. trop mignon. C'est une boucle finalement. Voilà. Euh, L'Ouroboros, ça y est. De quoi? C'est ça. L'Ouroboros du Dark Circle. Ouais. Donc finalement, elle finit en couple. Super. Bon, bah, c'est ce qui était un peu prévu quand même dans le début. Non, mais oui, mais après T'aimes pas ça, toi? T'as besoin d'héroïne Non, indépendante alors qui... pas du tout parce que moi-même je suis en couple, hein, donc je suis pas contre la romance. Je trouve ça un Je suis peu contre l'amour. facile. Je suis contre l'amour, moi. Moi, j'ai que de la haine dans mon cœur. C'était quand même bien, Zack Snyder. J'ai jamais dit ça. Je suis pas prête de le dire d'ailleurs. Non, mais parce que je pense que pour une introduction, encore une fois, je pense à des personnes qui vont connaître le personnage comme ça et je trouve ça dommage parce que au final, t'as peut-être d'autres choses à dire et justement, elle avait quand même juste tout début du film une colère en elle, une impulsivité, un désaccord à être sur cette terre. Alors évidemment, elle s'acclimate et c'est bien qu'elle trouve Ouais, mais pour le coup, quelqu'un je à trouve qui que le se film lier, il répond à ça parce qu'on comprend que sa colère et son incompréhension du monde qui l'entoure, c'est aussi un problème d'isolement. C'est que elle a perdu sa famille, elle a perdu tous les gens qu'elle connaissait, elle a perdu ses repères. La seule personne qu'elle connaît, c'est son cousin, mais qui finalement elle a connu bébé et en fait elle le connaît pas tant que ça. Et c'est en se faisant des amis, en trouvant une personne qu'elle aime, que du coup elle va s'apaiser aussi parce que justement, il y a tout ce truc de moi, je suis pas à ma place ici. Et avec d'autres super-héros de son âge, là, elle trouve sa place et donc sa colère s'apaise. Et enfin, pour moi, le film, c'est ça qu'il dit, quoi. Oui, il traite ça. Oui. Oui, c'est un récit initiatique assez classique, mais qui fait le taf, quoi. Ouais, Oui, je pense aussi que il m'a pas marqué. Clairement, il m'a pas marqué. Je pense pas que ah je vais oui, je pense. Ah non, je pense pas C'est que pas je le vais qualificatif revoir, que un peu j'utilisais Osef, pour ce film. Exactement. J'ai pris des notes parce que j'étais pas sûr de de tout retenir. Justement, je pense qu'on peut embrayer sur Supergirl parce que il y a quand même beaucoup d'annonces sur elle. Il Mhm. y a un gros enjeu de toute façon avec Superman et je pense qu'il y a la volonté d'exploiter un peu tout un filon où on sait que dans le prochain film de James Gunn, il y aura Krypton, il y aura son chien, il y aura donc un film de Supergirl qui sortira du coup l'année prochaine. Alors, il y a pour l'instant 2026, savoir si ça peut être décalé, avec une annonce notamment de l'actrice qui tenait un comics incroyable de Tom King qui est Supergirl Woman of Tomorrow. Donc ça donne À plutôt lire. envie à lire Ouais. totalement. Il est fou. Et je pense en fait que quand je pense à Supergirl, je pense beaucoup à ce Ouais, type-là. Tu vois mais ce que je veux dire? sachant que je pense que le Supergirl Woman of Tomorrow, c'est pas non plus représentatif du traitement de Supergirl dans les comics, parce qu'il y a aussi Non, beaucoup de non. runs qui sont pas très bien, Mm. où on sait jamais trop si Supergirl elle est pleinement intégrée sur Terre, ou justement elle est encore dans une phase très adolescente d'incompréhension, de colère, etc. Mm. Mm. Et donc il y a un peu ce truc aussi de sa personnalité, elle a tendance à tourner un peu en rond. Ouais. Et Tom King, il s'embête pas de ce qui s'est passé avant, il fait son histoire qui a un début et une fin, et c'est pour ça aussi que ça marche si bien. Ouais, Ouais, il prend un complètement. parti pris beaucoup plus sombre et il éloigne vraiment Supergirl de la Terre. Ils disent, ouais, alors la Terre à Superman, Supergirl elle va aller ailleurs et ça marche ouais, super bien. Mais effectivement, je pense pas que ce soit représentatif du personnage de Supergirl en général. Ouais. Mais par Du contre, coup, lisez-le vraiment. Supergirl, c'est quoi pour vous? Comment vous la définirez?
Dans les comics, moi j'aime bien ce traitement. Moi en fait j'ai découvert Supergirl dans les comics en lisant son run dans le run des New 52. Donc c'est une version un peu particulière aussi parce qu'en fait ils la prennent vraiment adolescente qui ne comprend pas son monde. Mais du coup, ils poussent vraiment la haine et le fait de... Parce qu'on on en a pas trop parlé, mais c'est aussi une kryptonienne qui venait de Krypton et qui avait une vie, un quotidien tout à fait normal, qui se retrouve sur Terre où elle a des pouvoirs énormes qu'elle n'arrive pas forcément à maîtriser, là où Kal-El a mis des années à maîtriser ses pouvoirs, là elle se retrouve tout de suite et on lui impose des responsabilités parce qu'elle est adulte. Et du coup, dans ce run des New 52, c'est quelque chose qu'elle trouve injuste, que du coup elle est considérée comme une menace par tout le monde. Et il y a du coup il y a beaucoup de moments où c'est une adolescente, donc enfin j'ai dit que c'était une adulte, mais ça dépend un peu des périodes. Dans ce moment-là, dans cette période, elle est adolescente, et donc il y a un peu ce truc de Elle réagit par l'affect. voilà, exactement. Il y a tout un arc où elle tombe amoureuse d'un ressortissant kryptonien, mais en fait on comprend qu'il essayait de la manipuler, machin, et donc elle est triste, elle est en colère, et elle devient dangereuse pour son environnement. Et si bien que il y a tout un arc aussi où elle est possédée par un anneau rouge des Red Lanterns, qui est du coup l'anneau qui est animé par l'énergie de la rage. Et du coup, c'est une vision très particulière et assez pessimiste du personnage, mais que je trouve assez cool. Donc moi, c'est ça la première vision que j'ai de Supergirl. Après, je sais que quand on a découvert Supergirl un peu plus tôt dans l'histoire des comics, c'est un personnage qui est beaucoup plus solaire et lumineux comme son cousin. Ouais. Elle avait un côté un peu candide presque, où c'est quelqu'un qui arrive dans notre monde qu'elle connaît pas du tout, et Ouais. elle va découvrir, elle va s'étonner un peu de tout, mais ce qui est encore presque des fois un tout petit peu présent dans les runs actuels, mais effectivement beaucoup plus marqué par sa rage et effectivement le fait qu'elle ait connu Krypton avant, et ouais, avant elle avait un côté vraiment où elle va s'étonner de tout, elle va aller un peu partout sur la Terre et dire ah ça c'est merveilleux, c'est pas du tout comme chez moi, où c'était pas pareil. Ouais, je pense que c'est un peu l'héritage de son apparition dans la période de l'âge d'argent. Ouais, tout à L'âge fait. d'argent, c'est aussi marqué par une vision très candide de la science-fiction. Et du coup, c'est faire découvrir. Enfin, c'est un personnage qui permet de faire découvrir les coutumes humaines avec un regard extérieur. Mm. Et du coup, ça peut la faire paraître pour un personnage un peu con-con. Ouais. Et c'est dommage Mais, de Ouais, ouais. rester c'est que sur ça, quoi. c'est Exactement. marrant que tu dises ça. Là, je reprenais un bout un peu en avant-première. Si certains ou certaines ont suivi, mais on écrit un livre avec Floriane sur les personnages féminins dans les comics. Et notamment, Floriane avait avancé sur un texte sur Supergirl avec l'objectif d'avoir un point de vue féministe de par leur création. Et c'est vrai que tout début dans ses origines story, on la qualifie un peu de nice girl. En tout cas de jeune fille fragile, candide, qui ne comprend pas trop où elle est. Et elle dit qu'il y a vraiment un peu un retournement à partir des années 2000 avec voilà, une question d'indépendance, un petit peu plus de caractère aussi qui a évolué parce que nos sociétés aussi a évolué et qu'au tout début, dans les comics, ça représentait ce que les femmes étaient, c'est-à-dire des femmes qui n'avait pas beaucoup de pouvoir. Et il y a même un récit où en fait elle était cantonnée au rôle de femme au foyer, donc vraiment dans les tout premiers runs. Donc là vraiment on parle dans les années 50 60, et donc c'est intéressant aussi de se dire que elle cristallise aussi toute une émancipation féminine et Ouais. qu'on peut avoir aujourd'hui dans le prochain film de James Gunn. Ce qui est marrant, c'est aussi presque le trajet qu'a Wonder Woman, parce que quand elle est créée, Wonder Woman, c'est vraiment pour représenter Complètement. la femme forte, entre guillemets. Je fais des guillemets avec les doigts en disant femme forte. Et que quand tu regardes un peu ce qui se passe dans le Silver Age, et ben justement, il va y avoir un peu cette régression aussi, où des fois, tu as Terrible. des comics, tu es en mode, mais ouais, genre, on parle de Wonder Woman, là, genre, Ouais. pourquoi est-ce Elle qu'elle est va dans la cantonnée, cuisine et tout, et là t'es en mode, mais on non, va, on mais- va croire que j'ai un vrai souci, alors pas du tout, je suis en couple depuis 7 ans, mais elle a cantonné Wonder Woman à ce moment-là, dans les années 60-70, à des relations Ouais. amoureuses. On lui enlève même ses pouvoirs, parce qu'on Ouais. décide que finalement Ouais, elle c'est a ça, plus besoin exactement, ouais. d'être cette femme forte. Toute la mythologie avec Themyscira, le fait qu'elle est divine, est totalement supprimée pour en faire d'elle Ouais, non une pas femme qu'une objet. femme voilà, c'est ça, une femme objet, une femme qui reste cantonnée au foyer. Et finalement ça, plein de personnages sont passés par là. C'est assez intéressant de voir ces similitudes
c'est clair. que ça peut toucher aussi bien Wonder Woman qui fait partie de la Trinité que Supergirl. Et puis surtout, c'est un peu l'exemple qu'on a du côté de chez Marvel avec la femme invisible, voilà, ouais. qui est la toute première super-héroïne dans Marvel et qui les fait 4 partie... Fantastiques qui sont créés aussi pendant l'âge d'argent et qui Ouais. sont Ouais, c'est ça. le début de l'univers Marvel dans cette période, quoi. Ouais, non, mais complètement. Et Mm. qui, quand bien même est une femme avec un pouvoir assez important et qui a évolué aussi au fil du temps, bon, son pouvoir est d'être invisible, ça, ok. Et puis surtout, elle est la femme d'eux, la sœur d'eux, la copine d'eux. Et c'est un peu aussi, j'ai l'impression, le problème de Kara dans certaines histoires. Et c'est là aussi, et Tom King dans Woman of Tomorrow le traite, d'être la cousine d'eux, d'être toujours en dessous, de n'avoir pas eu le temps, d'avoir, elle, vécu pendant un temps, d'avoir fait le tour avec son vaisseau. Elle empathie énormément de tout ça. Elle a finalement une vie encore plus dure si on veut faire vraiment une échelle par rapport à clairement, Superman. parce quoi. que Superman, finalement, il a jamais connu ses parents, il a jamais connu Krypton. Oui. Et il est arrivé sur Terre avec des parents aimants, et c'est aussi ce qui fait Superman, c'est que c'est avec une petite amie aussi, enfin voilà, il a ses amis. c'est un personnage qui a vu la lumière dans l'être humain et donc propage la lumière. Là où Kara, sa vie, elle est quand même dramatique, quoi. Ouais. Tout ce qu'elle a connu a disparu, son peuple a été génocidé finalement, bon, par lui-même, mais, mais c'est quelque chose qui la marque en elle et c'est pour ça que elle réagit pas de la même manière que son cousin, Bien quoi. sûr, bien sûr. Et pour revenir un peu à ce que tu disais sur la femme invisible, effectivement, genre c'est déjà marquant que son pouvoir ce soit d'être invisible. Et il y a un comics dans Les 4 Fantastiques, l'histoire d'une vie, où on va reprendre toute l'histoire des 4 Fantastiques en démarrant des années 60. Il y a justement un moment où la femme invisible, elle va aller à je sais plus, c'est une dédicace ou un meeting. C'est une manif. Une manif. Ouais, il y a une manif où elle participe à une manif, elle veut les manifs. Parce qu'au début, elle rencontre une militante féministe pendant une dédicace, il me semble. C'est ça, c'est une dédicace où elle rencontre Gloria Steinem. Et après, on la voit. Une dédicace c'est une dédicace où elle rencontre Gloria Steinem et Steinem lui marque sur son livre. J'espère que les femmes arrêteront un jour d'être invisibles. Et je trouve ça justement le joli clin d'œil aux trajectoires des personnages féminins. Si on peut faire un petit aparté justement sur Histoire d'une vie, globalement, je sais pas si ça, je pense pas que ça a continué, mais il y avait Spider-Man, une histoire d'une vie aussi, qui est incroyable parce que là, du coup, on voit vraiment ce Spider-Man que nous, qu'on a une visibilité de lui qui est jeune, hein, c'est plus ou moins un ado, et là, on le voit vieillir. Et pareil pour ces personnages-là des 4 Fantastiques, on voit les 4 vieillir, et avec notamment un point de vue assez important sur la femme invisible, et ça, c'est assez cool. J'ai ces 2 titres-là en tête, je ne sais pas s'ils l'ont fait sur un autre perso, l'histoire d'une vie. Je crois pas. Mais c'est bien dommage parce que j'aurais... On a dit que le principe de l'histoire d'une vie, c'est qu'on les prend vieillir depuis leur création. Ouais, c'est ça. Non, c'est dommage parce que j'ai adoré ces 2 titres-là, mais moi, ce qui permet même de... Moi, j'ai pas trop aimé. T'as pas aimé ? Bah, pas trop, parce que je trouve que... Enfin, je vais pas forcément trop rentrer dans les détails là-dessus, mais je trouve qu'il y a un côté un peu déprimant à voir les héros qu'on aime bien arriver vers une fin inéluctable, tu vois. Ok. Moi, ça m'a pas dérangé. Genre, j'ai pris comme un what if. Ok, genre je sais que ça aura aucun impact sur mon histoire, mais genre je ça vois aura un impact sur d'autres histoires aussi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça aurait donné si effectivement ils avaient vieilli comme et puis nous comment et ça arrivait... ils évoluent en vieillissant. Ouais, mais moi les 2 titres m'ont fait un peu bader. Donc... Ouais, je comprends. Ils sont un peu tristes en effet. Et en parlant d'autres titres, donc là on a fait quand même un gros point sur Supergirl. Il y a aussi des comics, Legion of super-héros. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, on parle beaucoup là. Il y a eu, donc tu t'en reparleras, mais des comics sont sortis depuis un moment, surtout du scénariste Brian Michael Bendis, mais il y aura des nouveaux comics qui sortiront en septembre, qui est dans une nouvelle collection d'Urban Comics qui font une sorte... C'est pas un nouveau label, je crois que là, cette fois-ci, c'est juste une nouvelle collection qui est le DC Paperback. Ouais, avec leur nouvelle direction artistique qui a l'air trop belle. Exactement. Exactement. Donc ça sera en septembre, en tout cas pour Legend of Supermorrow, mais la collection elle commence dès mai. Donc probablement au moment où sortira ce podcast. Et c'est des rééditions du catalogue de fond. Donc catalogue de fond pour les personnes qui ne sont pas connaisseurs ou connaisseuses de comics, c'est des titres old school, des titres qu'on mentionne actuellement et j'espère en tout cas des titres phares qui vont permettre de découvrir ou de redécouvrir certains personnages. Et effectivement, il y aura du Légion
parce que ce sera en septembre, comme tu disais, mais ce sera du coup une réédition des tomes 3 et 4, je crois, ou un peu après, des Jeff Jones présente Superman. En tout cas, ça avait déjà été publié dans les Jeff Jones présente Superman, et là, ils vont le remettre, Oui. mais dans un volume un peu unique pour avoir uniquement les choses qui se concentrent sur la Légion. Exactement. Et là, ce qui est cool, c'est que c'est un format souple. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ça me hype de fou. Parce que tu n'as plus de place dans ta bibliothèque. Et les formats souples, C'est ça pas prend moins de vrai, place. c'est pas parce que tu as une vision complète sur ma bibliothèque actuelle. Non, non, mais parce que tu reviens un peu au fondamental. Alors, j'aime bien les intégrales et le rigide, mais je sais pas, le fait peut-être que je vais pouvoir me promener avec dans mon sac. Alors, pas tous, hein, je pense, parce que pas Nightfall, tous. il fait je sais pas combien de pages, il est à Nightfall, 42 ça va balles. être C'est un gros peut-être bébé, un peu hein. gros, ça va peut-être un peu gros. T'avais cité quoi? Il y a aussi du Batman No Man's Land qui va sortir. Ouais. Le Jeff Jones présente Green Lantern, le Jeff Jones Mm. présente Superman. Il y aura Et je quand crois même qu'il y des a gros titres. il y a un Green Lantern inédit qui, pour le coup, c'est pas une réédition qui va sortir, il me semble. Alors, je sais Dans ce format-là? Ouais, il me semble que c'est juste. Oui, en effet, c'est Ouais. l'inodie, c'est Final Night de Kars Kaisel et Stuart Immonen. Et Ah, maintenant. Oui, c'est ça. En fait, c'est un titre qui a été publié en 1997, mais qui n'a jamais été Qui a édité jamais été et publié qui en sera France. édité la première fois, là, dans ce format DC Paperback. Mais il n'y aura pas que du DC, du coup, parce qu'ils vont faire aussi Fear Agent Ouais, de Fear Rick, Agent, de trop Rick hâte. Remender. Oui. Et ils avaient annoncé une autre série hors DC aussi. Ouais, The Weatherman. Ouais, The Weatherman, oui. Qui est super. Ah, moi, C'est j'aime pas trop trop. bien. Mais... Ouais, Oh mais là là, on n'est jamais d'accord. il faut finir. The Oui. Weatherman, parce qu'au bout d'un moment. Oui, et puis ma table n'a pas à en pâtir de The Weatherman. Si. Tu tapes sur la table. Et Fear Agent, par contre, c'est Ouais, très, Fear très Agent, bien. c'est trop bien. C'est assez culte. Et justement, Fear Agent qui joue beaucoup avec les codes de la science-fiction de la période du Silver Age. Bon, là, du coup, c'est plus les codes de la science-fiction du cinéma, mais donc, du coup, de la science-fiction des années 50, un peu comme pouvait faire Tim Burton avec Mars Attack, avec des rayons laser, des extraterrestres avec des coupoles sur la tête, des fusées en forme de fusée. Et ce genre de choses, mais dans un contexte très brutal, parce que c'est un peu gore, Ouais, Fear Agent. ouais. Ouais, complètement, ouais. C'est Et, du Rick Remender. Ouais, dans c'est tout trop son bien. art. Donc, vous, ça vous hype plutôt cette La collection cette nouvelle DC collection? Paperback, ah ouais, moi j'aime bien. Moi je trouve que c'est une très bonne idée d'Urban de sortir un peu de son format classique Classique. de noir. Je pense que tout le monde en avait un peu marre, eux y compris. Et moi j'aime bien justement le fait que on ait des bibliothèques avec plein de couleurs et du coup voir les couvertures qu'ils ont sorties avec le travail de chaque bouquin a une direction artistique qui est propre. Je trouve ça assez chouette. C'est chouette. Moi, ça me hype aussi. Franchement, je suis assez d'accord sur les bibliothèques. Moi, j'aime bien quand il y a plein de couleurs. J'aime bien les omnibus américains. Ils sont tous, ils sont plus colorés et tout. Et là, je trouve que ouais, ça peut apporter un nouveau truc. Et j'aime beaucoup le format souple en lecture. Je trouve que tu gagnes quand même en confort de lecture et tout. Après, certains gros volumes me font un peu peur parce que je me dis, bah, du coup, quel est l'intérêt de le faire en souple si c'est pour se taper Oui. 600 pages. Et pour moi, le souple allait aussi avec une réduction de prix, vu que ça coûte un tout petit peu moins cher à fabriquer. Et quand tu vois qu'il y a certains volumes à 42 euros, t'es en mode, bah, peut-être vous auriez pu le faire en plus de volume, mais le faire plus accessible, parce que pour moi, c'était aussi l'occasion de pouvoir l'offrir à des gens qui pouvaient pas forcément se Donc là, on l'acheter, reste quoi. actuellement dans une situation économique un peu compliquée pour le livre où on sent que Mm. on peut pas trop faire des prix bas. Ouais, même, mais comme il y en a qui seront dispo un peu moins cher, je me disais que bah, Nightfall, ça aurait été cool de peut-être le faire des volumes un peu plus petits, mais qui soit vers une quinzaine d'euros Ouais, plutôt que... complètement. Et côté comics, alors sur Legion of Super-Héros, qu'est-ce que tu peux nous dire En France, on n'a pas tant que ça qui ont été publiés. Il y a Mm. le run de Bendis, Mm. qui est du coup dans la collection DC Rebirth. Donc il me semble que c'est une des séries les plus récentes sur la Oui, Légion des oui, oui. super-héros. Et donc en fait, c'est sorti en 2 tomes chez Urban, il me semble. Et du coup, en fait, on va suivre Jonathan Kent, donc le fils de Superman, qui du coup est tout récemment devenu Superman à cette période-là, et qui du coup rencontre lui aussi la Légion des super-héros, et du coup on comprend que c'est un peu une réimagination de cette vision pardon, de la Légion des super-héros, où on part du principe que la Légion s'est bien inspirée de Superboy pour créer les super-héros du futur. Mais en fait, quand il parlait de Superboy, il parlait de Jonathan Kent.
Et donc c'est assez sympa. Il y a tout un début où on revoit les différents futurs alternatifs de l'univers de DC, et ce qui est assez cool parce qu'on voit Batman Beyond, on voit Kamandi, on voit Booster Gold, et donc on voit que c'est très riche les futurs alternatifs de DC. Et après, il y a plein d'histoires cool, notamment il retrouve le trident d'Aquaman qui est devenu une œuvre archéologique. Il retrouve on amène le Robin Damian Wayne dans le futur, c'est assez sympa. Donc voilà, il y a ça. Et sinon, Urban a aussi publié Legion of Super-Héros The Great Darkness Saga dans leur collection DC Confidential. Qui est du Bonne coup. collection, ça. Ouais, C'était pas mal. Il y avait c'était très des bons titres titres. assez cool. Ouais. Je crois pas qu'il la continue. Je pense pas Non, qu'il y en ait ils l'ont d'autres. pas Non, continué, non. Ça fait Non. longtemps qu'il n'y a rien Mais, eu, ouais. Non, je pense pas que Mais ça là, du coup, va c'est revenir. vraiment une histoire de la Légion. Il y a pas, il y a pas, on n'est pas au travers les yeux de Superman, Supergirl ou Superboy. Et en fait, on va suivre la Légion qui doit affronter Darkseid qui vient du passé pour affronter le futur. Ok. Ouais, sur ce DA confidentiel, j'avais lu Huntress Ouais, et Green Lantern. Green Le Green Lantern, Lantern trop était bien. trop Ouais, bien. ouais. Incroyable. Ouais, ouais, c'était Il y a des le titres Green qui m'ont Arrow aussi marqué, hein. qui est pas mal. Oui, aussi. Oui, Ouais. oui, je l'avais lu. Mm. Mais du coup, est-ce que toi, t'en as lu, toi, Marceau? Je crois Euh, que t'avais lu celui J'avais de commencé Bendis. celui de Bendis, mais j'étais pas allé Ça au t'a bout. pas J'avais peut-être forcément marqué? Bon, j'avais bien aimé, mais après, c'était une période où je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de titres d'essai. Ouais, je suis Franchement, d'accord. je l'ai un peu perdu de mémoire tout à l'heure. Je pensais que Jonathan était plus petit que ça quand il arrivait pour aller les voir. Mais après, ce qui est cool avec la Légion, c'est qu'on peut un peu en faire ce qu'on veut, quoi. Comme c'est une équipe qui, Ouais. de tout temps, a changé de membres un peu comme on voulait. Et on lui donne le roster qu'on veut. On peut même inventer des nouveaux persos. Ça choquerait Ouais, personne. c'est Alors, facilement. On est d'accord qu'on est beaucoup moins fixe pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est moins fixe et figé sur des personnages comme on peut avoir sur Teen Titans ou sur Justice League. Ouais. En fait, ouais, carrément. il y a une sorte de roulement qui Mm. peut se faire selon les histoires, selon les trames scénaristiques Ouais, c'est ça, selon le futur dans lequel ça se passe. que l'artiste Ouais. va faire. On n'en a pas trop parlé parce que le film l'aborde pas trop, mais finalement, en fait, dans la Légion des super-héros, les légionnaires, du coup, c'est une sorte d'accréditation que peut avoir des super-héros, et les super-héros peuvent venir de plein de planètes de l'univers, puisque l'univers vit en paix dans ce qu'ils appellent l'Organisation des Planètes Unies, et chaque héros reçoit une bague de la Légion, qui du coup c'est une bague qui leur permet de voler. Donc même les super-héros qui n'ont pas de pouvoir de vol peuvent voler. Et ça, c'est un peu leur carte de membre, quoi. Mm. Et donc on peut se dire qu'en fait il y en a des centaines, on peut même partir du principe que sur certaines périodes il y en a même des milliers. Et comme tu dis, on peut en créer plein de Ça me nouveaux. fait un peu penser au fonctionnement des Green Lantern avec la Ouais. Green Ouais, c'est un peu Corporation ça, ouais. où Ouais, tu c'est clair. peux avoir ça, ouais. Bah, Ouais. quand tu regardes un peu leur esthétique, c'est vraiment de l'esthétique science-fiction très colorée et tout. Du coup, c'est clairement en Ouais, référence à ça. ouais, complètement. Justement, transition parfaite. On Ouais, a parlé d'esthétique colorée. bah ouais, parce qu'on a beaucoup parlé du coup du Silver Age, donc l'âge d'argent. L'âge d'argent, du coup, comme c'est une période éditoriale qui est née de la censure. Donc en fait, pour beaucoup de personnes, l'âge d'argent, et c'est factuellement vrai, l'âge d'argent, c'est aussi une régression sociale. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui a été publié pendant l'âge d'argent, c'est quelque chose d'apolitique et d'inintéressant. Parce que justement, en fait, dans une période où, dans les années 50, début 60, où tous les pays doivent choisir un camp pendant la guerre froide entre deux blocs qui menacent de s'affronter dans une guerre nucléaire, présenter un futur Positif. qui est un futur positif, qui est un futur coloré, qui est un futur où les planètes ont trouvé des solutions pour, euh, Et pour travaillent être en paix, ensemble. travaillent ensemble, avec des équipes multiculturelles, dans un futur post-racial aussi, c'est parce que c'est un peu le cas comme dans Star Trek, Oui. où c'est un futur où le racisme n'existe plus. Euh, et bah, du coup, c'est une vision du monde. On a aussi d'ailleurs les seules menaces dans cet univers, c'est des tyrans qui sont tout seuls et qui ont, euh,
qui ont une envie de s'accaparer les ressources, ce genre de choses. C'est des thématiques qui sont finalement assez contemporaines. Ouais. Et je pense que dans un... Des récits qu'on a besoin finalement aujourd'hui, vu le contexte Ouais, exactement. politique, Et finalement, c'était quelque social chose qu'on qui a. était très politique. Ouais. Et actuellement, ça fait quand même depuis les années 80 que on a beaucoup de récits dystopiques qui nourrissent notre imaginaire. Je pense notamment au cyberpunk, au récits post-apo, ce genre de choses. Et quand on voit que finalement on vit dans un présent où certaines des prédictions de films dystopiques des années 80 sont en train de se réaliser. Donc on a des méga corporations qui sont dirigées par des milliardaires qui ont plus d'influence que certains pays. On a une montée du fascisme partout dans le monde qui sont dirigés par ces méga corporations et ces milliardaires. Je pense que ça peut être aussi une plus-value dans l'art par les auteurs, les artistes, d'imaginer un futur qui est agréable, qui est envisageable, qui est utopiste, qu'on aimerait que ce soit une sorte d'idéal à atteindre, comme Superman, qui est du coup ce modèle vers quoi Complètement, ouais. l'humanité Mm. devrait aspirer. Et je pense que je ne suis pas le premier à avoir cette réflexion, puisqu'en fait, il y a tout un courant, un sous-genre de la littérature qui existe, qu'on appelle le solar punk, et de plus en plus d'artistes s'en revendiquent. Et dans un monde où les artistes sont menacés, que ce soit par la censure de certains régimes ou par l'arrivée des IA génératives, je pense que c'est aussi notre travail en tant que fan d'art de soutenir les artistes, parce que ça peut être une des solutions d'espoir pour des lendemains meilleurs. Justement de valoriser l'espoir et qu'il ne soit pas un sous-genre j'ai l'impression aussi qu'il y a cette chose-là. Moi je vois beaucoup que ce soit dans les comics. On avait fait un point un petit peu avec les libraires du réseau Canal BD et on avait dit, même comics et BD, plus généralement sur des sorties un peu récentes, que les titres un peu phares c'était des titres assez Ouais, déprimant ou un peu triste et qui marchait le plus, et que c'était difficile de trouver des lectures où il y avait quelque chose de positif, d'un peu plus solaire, parce que ce qui marchait le moins et qui était peut-être aussi le moins bien accueilli ouais. par une certaine critique, tu vois, Parce que ça peut peut-être paraître naïf, ça peut ouais, paraître niais. naïf, et du coup il y a une forme d'élitisme en me disant si tu as Ouais. un discours un peu positif, c'est moins Alors que je pense qu'on peut avoir intéressant. une vision d'un idéal de futur qui n'est pas forcément niais, qui peut être profondément politique, d'autant plus Complètement. quand on parle d'écologie, imaginer un futur où on a trouvé des solutions à la crise écologique. Mm. Ça n'empêche pas qu'on peut raconter des histoires quand même, donc il peut quand même y avoir des Ouais, intrigues, ouais. ça peut être un futur qui n'est pas parfait, qui a peut-être des problèmes, et justement ça peut être ça Ouais, qui peut être intéressant ouais, complètement. de travailler dessus, quoi. Mm. Mm. Ouais, je te rejoins tout à fait sur le fait que sous ces airs de récits gnangnan et tout, les récits du sévérage, en fait, c'était quelque chose qui était déjà assez politique, mais de toute façon, les comics en tant qu'art prolétaire, ça a été très très vite censuré. Il y a quelque chose de. En fait, être un auteur de comics à cette époque-là, c'est aussi être un peu un pirate, genre faire Ouais, du Doc Whistle de gauche en mode non, mais regardez, en fait, on dit aux gens non, mais regardez, on fait des récits gentils et tout ça, mais en fait, on aborde des thématiques assez sérieuses. Et ouais, je te rejoins aussi sur le Solar Pack, et ça existait aussi dans les années 60-70. Moi, ça me fait penser à. Il y a un cycle de romans qui est super, qui s'appelle le cycle de 1 de Ursula Le Guin. C'est celle qui a écrit Terre-Mère du côté fantasy, où elle imagine plein d'utopies différentes. Il y a notamment Les Dépossédés qui présente une planète anarcho-syndicaliste et tout. trop bien. Il faut absolument lire ce livre. Bon. Merci. Ouais, mais moi, du coup, ça me fait penser à Mathieu Bablé, qui avait eu aussi cette réflexion Mm. sur le côté un peu autoprophétique de la dystopie. Et à la sortie de Carbone et Silicium, il disait dans cette interview qu'il voulait sortir quelque chose de plus positif. Et Ouais, du coup, apparemment, son prochain titre, Silent Jenny, il me semble que ouais, C'est- c'est... Silent Jenny, Si, ouais. c'est ça. Oui, oui. Voilà, ça va être une vision un peu plus positive du futur, une vision un peu plus solar punk. Ouais, ouais. Donc c'est quelque chose que j'attends beaucoup. Ouais, Mm, ouais, mais mm. complètement. Ça me fait beaucoup penser à un des journalistes, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un créateur de contenu sur les réseaux qui fait partie du collectif Le Vert Média, qui aussi a une chronique
sur France Inter, sur l'émission La Terre au carré. Et à un moment donné, il est très engagé écologiquement. Par moment, il est bien obligé de suivre la malheureuse actualité. Il dit les conséquences dramatiques qu'il peut y avoir et les décisions parfois politiques, voire médiatiques qui sont prises. Et on l'a interrogé sur le fait qu'il ait eu un enfant. Il avait communiqué dessus en disant avec sa compagne, il a eu un enfant. Et il disait oui, je sais que c'était peut-être pas le bon moment. Je sais qu'en étant activiste écologiste, c'est peut-être pas la bonne solution avec tout ce qu'on peut un peu donner comme injonction aux gens de dire bah non, les enfants, c'est pas écologique, il faut pas le faire. Mais lui, il disait que c'était. C'est une vision quand même particulière de l'écologie. C'est sa limite dans le malthusianisme. Ouais, complètement. Mais c'est sa note d'espoir. En fait, justement, il disait que ça lui permettait d'avoir une certaine vision de l'avenir, une certaine confiance de l'avenir, pas et égoïstement parce que c'est son enfant et qu'il aimerait voir son enfant évoluer dans une terre que lui, il a connue, et donc de lui donner aussi, de lui décupler une force pour que cet enfant puisse le voir et puis que cet enfant puisse aussi continuer ce combat-là, et donc de parler de ce positivisme-là. Et je trouvais que c'est intéressant qu'il le mentionne de cette manière-là, quoi, et de pas juste être négatif en disant non, en fait, fais pas d'enfant, c'est dramatique, ça n'apporte rien au débat, puis c'est quelque chose de très intime en plus. J'étais en train de penser le fait que on a tendance à faire des récits assez négatifs et tout. Ça me fait penser actuellement le film Superman de James Gunn qui n'est pas encore sorti mais qui est déjà hyper critiqué par les fans de Zack Snyder parce que justement il n'est pas assez sombre. Zack Snyder c'était trop darky coolal, donc franchement c'était beaucoup mieux que la vision de James Gunn. On est méchant. Du coup ça me fait un peu penser à ça, au fait que on a toujours une attirance pour les récits sombres, mais des fois on a besoin de côté lumineux. J'espère que celui de James Gunn sera assez lumineux comme le Superman des débuts et comme il l'est encore vraiment dans les comics. Comme il est dans sa définition, tu le disais tout à l'heure, c'est un symbole d'espoir, c'est un symbole de lumière, et lui-même veut montrer un positivisme. Il a tout de suite et continue à croire en l'humanité malgré tout ce qu'il voit et tout ce qu'il peut faire pour cette terre. Donc ce serait logique que James Gunn il continue dans ça, complètement. La lumière dans les ténèbres. Waouh, c'est beau. Bon, les gars, je pense qu'on a fait 1 heure, puis un peu plus d'1 heure. Pas mal, pour un film, on savait pas trop mais quoi dire. En fait, à chaque fois, on fait ça. On a parlé 3 minutes du film, 4 minutes. Non, on a fait 20 minutes sur le film. C'est ça qui est intéressant, c'est du coup, ça devient un support pour parler d'autres choses, pour parler de comics, mais pour parler à chaque fois, quand on politique. fait un podcast ensemble, on se dit, ça, on va pas en parler pendant longtemps. Aka, le podcast sur Captain America, on s'est dit qu'on allait faire un podcast de 30 minutes. Et il dure plus d'1 heure. Regardez-nous ne pas parler de Daredevil dans la critique sur Daredevil. On a plein de choses à dire. Tu reviendras pour Daredevil ? Avec plaisir. Trop bien. Et écoute, vous allez entendre de plus en plus Romain sur ce podcast, et nous on est très contents et contentes. Et moi J'espère aussi. que vous aussi. Bon merci les gars, merci pour ce petit retour. En plus je suis contente parce que là il y a plein de lectures et pas que du comics. En plus on a donné plein d'infos. Et puis alors, je sais pas là si je peux vous dire de voir le film. Faites votre propre avis. Essayez, tentez dans l'animation de DC. Il va falloir passer par des moyens. Il y a des moyens. Des moyens à côté de la loi. Parce qu'on n'a même pas le droit de dire illégaux. Je suis pas sûre. Non, mais après, je suis pas sûre que ce podcast soit fliqué. Hein. Ah, peut-être que. Bon, alors, Thomas, l'intelligence artificielle maintenant. Petit message au monteur, si tu décides de couper cette partie, je le comprendrai pour pas qu'on ait Pour tes deals avec DC, peut-être que c'est pas l'idéal. En effet. Bon, sur ce, je pense qu'on va vous laisser. Trouvez-le par vous-même, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous y arriverez. Tenez-nous au courant. Envoyez-moi un DM si vous voulez le lien. Mais c'est toi qui vas être fliqué, c'est pas moi. Donc c'est bon, c'est parfait. Moi, je pense qu'on peut partir sur ça. Très bien. Bon, je vous dis à bientôt et merci pour vos écoutes. Salut. Salut.